Le millionnaire et l'enfant abandonné. Le millionnaire infertile croyait impossible d'être père un jour, mais une mendiante est apparue et a déposé un bébé dans ses bras. « Ma mère est morte et ce bébé est le vôtre », a-t-elle révélé. La vérité derrière cette histoire a choqué même les médecins. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. La pluie battait contre les vitres blindées de la demeure des Dupont lorsqu'André, assis dans son bureau au premier étage, analysait pour la 3e fois les chiffres de la dernière acquisition de sa holding. Ses yeux bruns foncés, toujours attentifs à chaque détail, parcouraient les tableurs avec la même précision qui lui avait permis de bâtir un empire à partir de rien. À 45 ans, André Dupont était connu dans le monde financier comme le calculateur, un surnom qui, loin de le déranger, le flattait. L'interphone sonna, brisant sa concentration. André fronça les sourcils, irrité par l'interruption. Régine, sa gouvernante depuis plus de 20 ans, savait qu'il ne devait pas être dérangé pendant ses analyses matinales. Quelque chose dans sa voix, cependant, attira son attention. « Monsieur André, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a une jeune fille au portail. Elle tient un bébé dans ses bras et insiste pour vous parler. Elle est trempée par la pluie. » André respira profondément, maîtrisant son irritation croissante. Encore une tentative d'escroquerie, pensa-t-il. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un essayait de profiter de sa fortune avec des histoires abracadabrantes. « Renvoyez-la, Régine. Vous savez que je ne reçois personne sans rendez-vous. »« Monsieur, elle dit que c'est important. Elle tremble de froid et le bébé ne cesse de pleurer. Je n'ai jamais rien vu de tel. Elle ressemble tellement à... » Régine hésita, laissant sa phrase en suspens. André sentit un frisson inexplicable parcourir son échine. La gouvernante ne montrait jamais d'hésitation, c'était l'une des raisons pour lesquelles il l'avait gardée à son service si longtemps. « Ressemble tellement à qui, Régine ?»« À Madame Marie, monsieur, l'ancienne employée qui a travaillé ici il y a 20 ans. » Le nom frappa André comme un coup de poing à l'estomac. Marie, un nom qu'il avait enterré au fond de sa mémoire, avec tant d'autres souvenirs indésirables. Il se leva de son fauteuil en cuir italien et s'approcha de la fenêtre. En bas, à travers le portail en fer forgé, il pouvait voir une silhouette frêle serrant un petit paquet contre elle. « Je descends. » La décision fut automatique, contredisant tous ses protocoles de sécurité. En descendant les escaliers de marbre, son esprit cataloguait rapidement les faits. Marie avait travaillé dans sa maison pendant seulement 6 mois, 2 décennies auparavant. Elle avait disparu sans préavis, laissant simplement une lettre de démission. Elle était jeune, belle et... André s'arrêta au milieu de l'escalier, un ancien souvenir remontant comme des bulles dans une eau stagnante. Cette nuit-là, la fête pour célébrer son premier million. Le vin, la musique, la solitude. Marie était restée tard, aidant au nettoyage. Ils avaient en parlé, ri. Pour la première fois depuis des années, André s'était permis d'être simplement un homme. Pas un homme d'affaires. Ce qui s'était passé ensuite s'était perdu dans un brouillard de regrets et d'alcool. Arrivant dans le hall d'entrée, André ajusta son costume Armani et fit un signe à Régine, qui ouvrit le portail via la commande électronique. La jeune femme entra en chancelant, protégeant le bébé de la pluie avec son propre corps. Ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent ceux d'André, avec la même couleur que les siens. « Je m'appelle Laure, dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de son corps, et voici votre fils. » André sentit le monde tourner. C'était impossible. Le diagnostic d'infertilité qu'il avait reçu à 18 ans, après un accident, était définitif. Il avait construit toute sa vie autour de cette certitude, évitant les relations profondes, se tenant à l'écart de toute possibilité de créer des liens familiaux. « C'est absurde, » répondit-il automatiquement, sa voix glaciale comme les gouttes de pluie qui tombaient encore dehors. « Je vous suggère de chercher de l'aide ailleurs. Régine, raccompagnez-la à la sortie. » Laure ne bougea pas. Au lieu de cela, elle sortit une enveloppe froissée de la poche de son manteau trempé. « Ma mère a écrit ceci avant de partir. Elle m'a fait promettre de vous le remettre personnellement. Et avant que vous ne me fassiez expulser, regardez Pierre. Regardez-le bien et dites-moi que vous ne vous voyez pas dans ses yeux. » D'une main tremblante, Laure découvrit le visage du bébé endormi. André sentit son cœur s'arrêter un instant. Le bébé avait ses traits, son nez, même la petite tache de naissance près de l'oreille droite, exactement comme la sienne. Cela ne
prouve rien, murmura-t-il, mais sa voix avait perdu sa fermeté habituelle. Vous avez raison, répondit Laure, tendant l'enveloppe. Mais ceci le prouve, et il y a plus, je ne suis pas seulement la messagère, je suis votre fille. L'enveloppe tremblait dans les mains d'André, tandis qu'il guidait Laure et le bébé vers la bibliothèque. Régine avait déjà fourni des serviettes et des vêtements secs, montrant une sollicitude qui n'échappa pas à l'observation du maître. Il y avait quelque chose dans le regard de la gouvernante, un mélange de culpabilité et de reconnaissance qui le troublait profondément. « Saviez-vous quelque chose, Régine ?» demanda André, sa voix tranchant le silence comme une lame. La gouvernante hésita, ses mains se tordant sur son tablier impeccable. « Monsieur, il y avait des rumeurs. Marie m'a fait des confidences avant de partir, mais m'a fait jurer le secret. Elle craignait que le scandale ne nuise à votre carrière ascendante. » André sentit le poids de 2 décennies de mensonges s'effondrer sur ses épaules. Il s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir, tandis que Laure, maintenant en vêtements, sexe installait le petit Pierre dans ses bras. Le bébé dormait paisiblement, étranger au drame qui se déroulait. D'une main tremblante, André ouvrit l'enveloppe. L'écriture de Marie, délicate et précise, sauta à ses yeux, apportant avec elle une vague de souvenirs longtemps réprimés. « André, quand vous lirez cette lettre, j'aurai déjà quitté ce monde. J'emporte avec moi le poids de nombreux secrets, mais je ne peux partir sans révéler la vérité qui changera votre vie à jamais. Cette nuit-là, il y a 20 ans, nous n'avons pas seulement partagé un moment d'intimité, nous avons créé une vie. Laure, la jeune femme qui vous remet cette lettre, est notre fille. Le diagnostic d'infertilité que vous avez reçu était erroné. J'ai découvert ma grossesse quelques semaines après avoir quitté votre emploi, mais j'ai choisi de ne pas vous le dire. Vous étiez au début de votre ascension professionnelle et un scandale de cette ampleur aurait détruit tout ce pourquoi vous aviez tant lutté. De plus, je connaissais bien votre aversion pour les liens émotionnels. J'ai élevé Laure seule, ne lui racontant que l'essentiel sur ses origines. Elle a grandi forte, intelligente et déterminée, comme vous. Maintenant, dans les derniers moments de ma vie, je lui fais une dernière demande. Vous confiez son frère cadet, Pierre, fruit d'une relation que j'ai eue des années plus tard. Le destin a un sens de l'ironie particulier, André. L'homme qui croyait ne pas pouvoir avoir d'enfant découvrira maintenant qu'il en a 2. Laure a besoin de vous, pas de votre argent, mais de votre reconnaissance. Et Pierre, il n'est qu'un bébé innocent qui a besoin d'un foyer. Je sais que cette révélation changera votre vie, mais je vous demande de ne pas la rejeter. Voyez cela comme une opportunité de guérir d'anciennes blessures et de découvrir qu'il existe plus dans la vie que des contrats et des acquisitions. Avec amour, Marie. André leva les yeux de la lettre, rencontrant le regard défiant de Laure. Maintenant, en l'observant attentivement, il voyait clairement les traits de Marie mêlés aux siens. Comment ne l'avait-il pas remarqué avant? La même détermination dans le regard, le même porte-altier, même la façon de relever le menton quand elle était contrariée. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, sa voix rauque d'émotion contenue. « Parce que je n'ai pas le choix », répondit Laure, ajustant Pierre dans ses bras. « Sans notre mère, je ne peux pas élever mon frère seul. J'ai essayé pendant des semaines, mais... » Sa voix faiblit pour la première fois, révélant la vulnérabilité derrière la façade de force. « Il a besoin de plus que ce que je peux offrir. » Régine, qui était restée silencieuse jusque-là, s'approcha avec une tasse de thé. « Monsieur, si vous permettez, la chambre bleue est prête. La pluie ne semble pas vouloir s'arrêter et il fait déjà sombre. » André observa le bébé. Endormi, son petit visage une réplique parfaite du sien des décennies auparavant. Puis il regarda Laure, sa fille, un concept aussi étrange qu'effrayant. Il vit en elle non seulement Marie, mais aussi des fragments de lui-même qu'il n'avait jamais su exister. La nouvelle de l'arrivée de Laure et Pierre au manoir des Dupont ne tarda pas à parvenir aux oreilles d'Hélène Valmont. La mondaine, fiancée d'André depuis 2 ans, était en pleine séance de spa lorsque son assistante personnelle lui envoya un message urgent concernant la présence d'une mystérieuse jeune femme dans la maison de son futur mari, Hélène. Abandonna son traitement de beauté sur le champ, ignorant les protestations de la masseuse. En moins d'1 heure, sa Porsche argentée se garait à l'entrée du manoir. Le bruit de ses escarpins loup-boutins résonnait sur le marbre du hall d'entrée, tandis qu'elle avançait déterminée vers le son des voix provenant de la bibliothèque.
La scène qu'elle découvrit la fit s'arrêter brusquement à la porte. André, son fiancé, toujours contrôlé et distant, tenait maladroitement un bébé, tandis que Régine tentait de lui enseigner la bonne façon de préparer un biberon. Une jeune femme qu'elle n'avait jamais vue observait la scène avec un mélange d'amusement et de scepticisme. « André, chéri, que se passe-t-il ici ?» Sa voix mélodieuse portait une note d'alarme qui ne passa pas inaperçue. L'homme d'affaires se retourna brusquement, renversant presque le lait qu'il tenait. « Hélène, je ne t'attendais pas aujourd'hui. »« Manifestement, » répondit-elle, ses yeux verts parcourant la scène avec une méfiance croissante. « Tu vas me présenter notre invité ?» Laure s'avança avant qu'André ne puisse répondre. « Je suis Laure, fille de Marie, et voici Pierre, mon petit frère. » Elle fit une pause délibérée avant d'ajouter « et fils d'André ». Le bruit du biberon tombant et se brisant sur le sol résonna dans la bibliothèque. Hélène pâlit, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le sac de marque qu'elle portait. « C'est ridicule, rit-elle, mais son rire sonnait faux. « André, tu ne peux pas prendre ça au sérieux. C'est évidemment une tentative d'escroquerie. »« Hélène, » intervint André, sa voix prenant un ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Nous devons parler en privé. » Tandis que le couple se dirigeait vers le bureau, Laure observait attentivement leur interaction. Il y avait quelque chose dans le regard calculateur d'Hélène qui la dérangeait profondément. Grandir dans les... Curicule lui avait appris à reconnaître le danger, et cette femme exhalait la menace derrière son sourire parfaitement répété. Régine, qui était restée silencieuse, s'approcha de Laure. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Monsieur André peut paraître froid, mais il a bon cœur. Il a juste besoin de se rappeler comment l'utiliser. »« Je ne m'inquiète pas pour moi, » répondit Laure, berçant Pierre. « Mais quelque chose me dit que cette femme va poser problème. » Dans le bureau, Hélène perdait rapidement sa composition étudiée. « Tu ne peux pas être sérieux. Une fille? Un bébé? André, pense à tout ce que nous avons construit, à ta réputation, à notre mariage. » André contemplait la ville à travers la fenêtre panoramique, son dos rigide trahissant la tension qu'il ressentait. Le test ADN a déjà été demandé, mais en les regardant, « Hélène, c'est indéniable. Pierre est identique à moi quand j'étais bébé. »« ADN? Tu as déjà prévu des examens ?» Hélène s'approcha, glissant ses mains sur ses épaules. « Chérie, sois rationnelle. Tu as bâti un empire en étant calculateur, en ne laissant pas les émotions interférer avec tes décisions. Pourquoi cela changerait-il maintenant ?» Mais quelque chose avait changé. André le sentait au plus profond de son être, comme si un mur intérieur commençait à se fissurer. La lettre de Marie, les ressemblances indéniables, le regard déterminé. De lors, tout cela provoquait des sensations qu'il s'était tant efforcé de supprimer. « Ils vont rester », déclara-t-il finalement. « Au moins jusqu'à ce que nous éclaircissions tout. » Hélène recula comme si elle avait reçu une gifle. Son beau visage se crispa un instant avant de retrouver son masque de sérénité. « Bien sûr, chérie, si c'est ce que tu veux. » Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement pour ajouter « J'espère simplement que tu sais ce que tu fais. » Une fois seul, André se permit de s'effondrer dans son fauteuil. Le poids des dernières heures le frappa de plein fouet. Comment son monde avait-il pu être bouleversé en quelques instants? Et pourquoi, malgré tout ce chaos, ressentait-il une étrange sensation de plénitude? La première nuit de Laure et Pierre dans le manoir fut un test d'adaptation pour tous. Les pleurs du bébé résonnaient dans les couloirs silencieux, déconcertant André, habitué uniquement au son de ses propres pensées. Dans sa chambre luxueuse, il se retournait dans son lit, tandis que souvenirs et doutes se mêlaient dans son esprit. Dans la chambre bleue, Laure berçait Pierre inlassablement. L'environnement était surréaliste. Meubles coûteux, draps en coton égyptien, une vue privilégiée sur la ville. Tout si différent du petit appartement où elle avait vécu avec sa mère ou des abris temporaires des derniers mois. Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir dans ce lit chic, n'est-ce pas? Qu'à murmura-t-elle à son frère qui commençait enfin à se calmer. Mais nous nous y habituerons, nous devons nous y habituer. Le matin arriva avec l'arôme du café frais et des croissants tout juste sortis du four. Régine, efficace comme toujours, avait préparé un petit déjeuner élaboré. André, déjà impeccablement vêtu dans son costume italien, s'arrêta surpris en trouvant Laure dans la cuisine, nourrissant Pierre avec une dextérité qu'il enviait secrètement. « Bonjour. »
dit-elle sans détourner les yeux de son frère. Votre café refroidit. André s'assit, mal à l'aise face à la domesticité de la scène. Tu as bien dormi? Le matelas est trop mou, répondit franchement Laure. Et vous n'avez pas dormi du tout. On pouvait entendre vos pas dans le couloir toute la nuit. Un silence gêné s'installa, brisé seulement par les doux sons que Pierre faisait en se nourrissant. Régine circulait dans la cuisine, jetant des regards inquiets aux deux autres. « Nous devons établir quelques règles », commença André, sa voix retrouvant le ton d'homme d'affaires. « D'abord, concernant ton éducation. J'ai 20 ans et j'ai terminé le lycée, » interrompit Laure. « Je travaillais comme serveuse jusqu'à ce que maman ait besoin de soins à plein temps. » Quelque chose dans la façon dont elle mentionnait Marie fit qu'André ressentit une pointe de culpabilité. Je ne savais pas qu'elle était malade. Bien sûr que vous ne le saviez pas, vous ne saviez rien de nous. L'amertume dans sa voix était palpable. Mais ce n'est pas le moment pour ça. Je dois trouver un emploi, un endroit où vivre avec Pierre. Vous n'irez nulle part, déclara André, se surprenant lui-même par la fermeté de sa décision. Cette maison est aussi la vôtre maintenant. Laure le regarda enfin, ses yeux, si semblables aux siens, brillant d'un mélange de défi et de vulnérabilité. Pourquoi? Pourquoi maintenant voulez-vous jouer au père? Parce que, André hésita, cherchant les mots justes, parce qu'il est peut-être temps de réparer certaines erreurs. Ce ne sera pas si simple, avertit Laure, mais il y avait un léger radoucissement dans son expression. Je sais, répondit André, se permettant un petit sourire, mais je suis doué pour résoudre des problèmes complexes. Le moment fut interrompu par le son de la sonnette. Régine alla répondre et revint avec une expression préoccupée. « Monsieur André, c'est Madame Hélène, elle a amené un avocat. » Laure resserra instinctivement Pierre contre sa poitrine, tandis qu'André se levait, ajustant sa cravate. « Restez ici, » ordonna-t-il, sa voix retrouvant le ton autoritaire. « Je vais régler ça. »« Non, » protesta Laure, se levant également. « S'ils vont discuter de nous, j'ai le droit d'être présente. » André hésita, puis acquiesça. Tandis qu'il marchait vers la bibliothèque, où Hélène attendait, il réalisa que sa fille avait hérité plus que ses traits physiques. Elle avait aussi hérité de sa détermination. Hélène les attendait, élégante dans un ensemble, Chanel aux côtés d'un homme d'âge moyen avec une mallette en cuir coûteuse. Son sourire n'atteignait pas ses yeux quand elle les vit entrer. L'avocat qui accompagnait Hélène se présenta comme le docteur Richard Mercier, spécialiste en droit de la famille. Son sourire professionnel ne parvenait pas à dissimuler l'éclat prédateur dans ses yeux, tandis qu'il examinait Laure et le bébé. « Monsieur Dupont », commença-t-il, s'installant dans l'un des fauteuils de la bibliothèque sans y être invité. « Votre fiancé m'a contacté, préoccupé par une situation assez délicate. » André resta debout, une main inconsciemment posée sur le dossier de la chaise où Laure s'était assise avec Pierre. Ce geste protecteur n'échappa pas à Hélène, qui croisa élégamment les jambes, ses doigts tambourinant sur son sac de marque. « Il n'y a rien de délicat ici, docteur, » répondit sèchement André. « Ce sont mes enfants. »« Supposés enfants, » corrigea Hélène d'une voix mielleuse. « Chérie, nous essayons simplement de protéger tes intérêts. » Laure observait la scène en silence, berçant Pierre qui commençait à s'agiter. Des années de survie dans les rues lui avaient appris à lire les gens et tout chez ce duo criait danger. « Ma cliente, » poursuivit le docteur Mercier, sortant quelques documents de sa mallette, s'inquiète de la possibilité d'une fraude. Après tout, il est pour le moins suspect que ces jeunes gens apparaissent justement maintenant, à la veille de votre mariage et de la fusion avec le groupe Valmont. André fronça les sourcils. La fusion avec le groupe d'entreprises de la famille. D'Hélène était un sujet confidentiel, encore en négociation. Comment cet avocat était-il au courant? « Docteur, » parla Laure pour la première fois, sa voix calme mais ferme, « insinuez-vous que mon frère et moi sommes des escrocs? » Je n'insinue rien, jeune fille. Je présente simplement des faits. Vous apparaissez de nulle part avec un bébé, alléguant une paternité sans aucune preuve concrète, autre qu'une lettre qui pourrait facilement être falsifiée. Le test ADN a déjà été demandé, intervint André. Excellent, s'exclama Hélène avec un faux enthousiasme. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à signer ces documents, n'est-ce pas? Ce sont simplement des mesures de précaution jusqu'à ce que nous ayons les résultats. L'avocat fit glisser un dossier sur la table en acajou. André le prit
et commença à lire. Son visage devint de plus en plus tendu. « C'est absurde, déclara-t-il finalement. Vous voulez que je demande ? Une mesure de protection contre Laure et une enquête sur ses conditions pour s'occuper de son propre frère. Ce ne sont que des précautions. » Hélène se leva et s'approcha de lui avec son parfum coûteux. « Réfléchis bien, chérie. Et si elle disparaissait avec le bébé ? Et si tout cela n'était qu'une mise en scène pour t'extorquer ?» Laure se leva également, Pierre fermement tenu dans ses bras. « Je n'ai pas besoin de votre argent, monsieur Dupont. Je n'en ai jamais eu besoin. Je suis venu ici parce que c'était le souhait de ma mère et parce que Pierre mérite de connaître son père. » « Comme c'est touchant, » sourit Hélène, venimeuse. « Mais alors vous ne verrez pas d'inconvénient à signer un document renonçant. À tout droit sur l'héritage Dupont, n'est-ce pas ? » « Assez !» La voix d'André tonna dans la bibliothèque, faisant pleurer Pierre. « Hélène, je te remercie pour ta préoccupation, mais c'est une affaire de famille. »« De famille ?» Hélène rit incrédule. « Je suis ta fiancée. Je serai ta femme dans moins de 2 mois. Peut-être devrions-nous reconsidérer cela. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène pâlit, ses mains parfaitement manucurées tremblant. « Légèrement. Tu ne réfléchis pas correctement, chuchota-t-elle. Cette fille apparaît de nulle part et tu es déjà prêt à jeter tout ce que nous avons construit ? » « Non, répondit André, sa voix plus douce maintenant. Je commence simplement à voir ce qui compte vraiment. Le docteur Mercier se racla la gorge rassemblant ses documents. « Monsieur Dupont, je vous suggère de réfléchir calmement. Certaines décisions précipitées peuvent avoir des conséquences désagréables. » Laure, qui avait réussi à calmer Pierre, observa l'avocat avec intérêt. « C'était une menace, docteur. Imaginez, jeune fille, juste un conseil professionnel. » Il sourit, mais ses yeux restèrent froids. « Allons-y, Madame Hélène. Je crois que nous avons dit ce que nous étions venus dire. » Hélène prit son sac, se dirigeant vers la porte avec l'élégance d'une reine détrônée. Au dernier moment, elle se tourna vers André. « Tu regretteras cela, chérie, plus tôt que tu ne le penses. » Quand la porte se referma enfin derrière eux, Laure relâcha la respiration qu'elle n'avait même pas conscience de retenir. « Elle est dangereuse. » André acquiesça, passant la main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Je sais, et je viens d'en faire une ennemie. »« Pourquoi ?» demanda Laure, sincèrement curieuse. « Pourquoi nous défendre ainsi ?» André regarda Pierre, qui dormait maintenant paisiblement, puis Laure, voyant en elle des traits de mari mêlés aux siens. « Parce que certaines choses sont plus importantes que les affaires. J'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. » Lesté. Jours qui suivirent la visite d'Hélène apportèrent une nouvelle routine au manoir des Dupont. André, pour la première fois depuis des années, commença à travailler à domicile plus fréquemment. Son ordinateur portable fut transféré dans la bibliothèque, où il pouvait observer Laure jouant avec Pierre, tout en menant ses visioconférences. Régine remarqua les changements subtils chez son patron. La cravate souvent desserrée, la veste parfois accrochée à la chaise, le sourire discret qui apparaissait quand Pierre babillait. C'était comme si une ancienne carapace commençait à se briser, révélant quelque chose de plus humain en dessous. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, André annula une réunion importante en entendant Pierre tousser. Laure le trouva dans le salon recherchant frénétiquement sur sa tablette. « Que faites-vous » demanda-t-elle, ajustant Pierre dans ses bras. « Je cherche des pédiatres » répondit-il sans détourner les yeux de l'écran. « Nous devons emmener Pierre pour une consultation complète. As-tu son carnet de vaccination ?» Laure s'assit sur le canapé, observant l'homme qui, quelques jours auparavant, était un parfait étranger. « J'ai tout gardé. Maman était très organisée avec ces choses-là. » La mention de Marie fit André suspendre sa recherche. Comment était-elle ? Comme mère, je veux dire. La meilleure, Laure sourit, mais ses yeux étaient embués. Elle travaillait à 2 emplois pour me donner une bonne éducation. Elle n'a jamais laissé manquer quoi que ce soit, même quand les choses devenaient difficiles. Et elle me disait toujours que j'étais spécial, que j'avais hérité de la détermination de mon père. André sentit un nœud dans sa gorge. Elle n'a jamais pensé à me chercher ? Plusieurs fois, admit Laure. Surtout quand j'étais petite et que je posais des questions sur vous. Mais elle disait que certaines personnes doivent trouver leur propre chemin pour rentrer à la maison. Le silence qui suivit fut interrompu par Pierre, qui commença à s'agiter. André observa fasciné, tandis que Laure l'apaisait avec une berceuse. «
la même que sa propre mère lui chantait des décennies auparavant. « Peux-tu m'apprendre » demanda-t-il soudainement. « Apprendre quoi? Comment prendre soin de lui? Comment être père ?» Laure étudia son visage un moment, cherchant des signes de fausseté. Elle ne trouva qu'une vulnérabilité sincère. « D'abord, sourit-elle en se levant, vous devez apprendre à le tenir correctement. Venez ici. » Avec précaution, elle transféra Pierre dans les bras d'André. L'homme d'affaires se raidit, craignant de blesser le bébé. « Détendez-vous, » conseilla Laure. « Il peut sentir votre nervosité. Soutenez sa tête comme ça. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. » André regarda le petit visage qui était une miniature du sien. Pierre ouvrit les yeux, le regardant avec curiosité, puis fit quelque chose d'extraordinaire. Il sourit. « Il ne m'avait jamais souri auparavant, » murmura André, enchanté. « C'est parce que maintenant, vous êtes vraiment là, » répondit simplement. Laure, présent pas seulement dans le même environnement. Le moment fut interrompu par le téléphone portable d'André, qui commença à sonner avec insistance. C'était son assistant, probablement au sujet de la réunion annulée. À la surprise de Laure, il ignora l'appel. « Ce n'était pas important » demanda-t-elle. « Pas autant que ceci » répondit-il, berçant toujours Pierre. « Tu sais, j'ai passé tellement de temps à construire un empire que j'ai oublié de construire une famille. » « Il n'est jamais trop tard » offrit Laure, se surprenant, elle-même par son ton conciliant. « Mais vous aurez besoin de pratique, beaucoup plus que dans vos affaires. » André acquiesça, réalisant que pour la première fois de sa vie, il était face à un défi qui ne pouvait être résolu avec de l'argent ou des stratégies d'entreprise. C'était un investissement différent, en temps, en patience et surtout en amour. « Laure » appela-t-il, alors qu'elle se dirigeait déjà vers la cuisine. « Merci de ne pas avoir abandonné, de me l'avoir amené, de m'avoir donné cette chance. » Elle s'arrêta à la porte, se retournant avec un demi-sourire. « Ne me remerciez pas encore, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, et votre ex-fiancé ne va pas nous faciliter les choses. »« Ex-fiancé » répéta André, testant comment le mot sonnait. « Tu sais qu'elle n'acceptera jamais cela pacifiquement, n'est-ce pas ?»« Je sais » répondit Laure, son regard durcissant. « Mais elle ne connaît pas les rues comme moi, et je ne laisserai personne faire du mal à mon frère ou à mon père. » Le dernier mot sortit presque comme un murmure, mais fut suffisant pour faire sauter le cœur d'André. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. La nouvelle explosa un lundi matin. André nourrissait Pierre, une tâche qu'il accomplissait maintenant avec une surprenante aisance, lorsque Régine entra dans la cuisine, pâle, tenant la tablette. « Monsieur, je crois que vous devez voir cela. » Le titre du principal portail d'informations économiques sautait à l'écran. Empire Dupont en danger. Des héritiers illégitimes apparaissent à la veille d'une fusion millionnaire. L'article, signé par un journaliste connu pour ses connexions avec la famille Valmont, détaillait avec une précision chirurgicale l'arrivée de Laure et Pierre au manoir. Les actions de Dupont Holding enregistrent déjà une baisse de 12% dans les premières heures de cotation, poursuivit Régine hésitante. Et il y a des photographies. André fit glisser son doigt sur l'écran, sentant son sang se glacer. Des photos de Laure entrant et sortant du manoir, portant Pierre. Des images de lui-même avec le bébé dans le jardin. Même un cliché du moment où Laure était arrivée pour la première fois, trempée par la pluie. « Comment ont-ils obtenu ces photos » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Régine. « Vous posez encore la question ?» Laure entra dans la cuisine, ses yeux étincelants de colère. « Votre ex-fiancé a des ressources et des contacts. Ce n'est que le début. » André passa Pierre dans les bras de Régine et prit le téléphone, composant rapidement un numéro. Son directeur juridique répondit à la première sonnerie. « Je suis déjà au courant, monsieur Dupont. Nous préparons un communiqué officiel. »« Kawe-san, non, » l'interrompit André. « Pas de communiqué. Convoquez une conférence de presse pour aujourd'hui. »« Aujourd'hui, mais monsieur, nous devons évaluer l'impact, préparer une stratégie. »« La stratégie, c'est la vérité, » déclara André, sa voix ferme. « Fixez-la pour 14 heures, dans l'auditorium de l'entreprise. » Laure observait son père avec un mélange d'admiration et de préoccupation. « Vous êtes sûr de cela? C'est votre réputation qui est en jeu. »« Non, répondit-il en raccrochant. « C'est notre famille qui est en jeu. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités.
Tandis qu'André se préparait pour la conférence, son téléphone ne cessait de sonner. Actionnaires inquiets, partenaires commerciaux hésitants, journalistes avides d'un scoop. Il les ignora tous. Dans sa chambre, choisissant une cravate, il trouva Laure à la porte. « Je peux entrer ?»« Bien sûr, répondit-il, luttant avec le nœud de la cravate bleu marine. « Laissez-moi faire, elle s'approcha, ajustant le tissu avec précision. J'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube quand je travaillais comme serveuse lors d'événements d'entreprise. » André observa les mains habiles de sa fille, ressentant une vague de fierté mêlée de tristesse. Combien de choses avait-elle dû apprendre seule? « Je viens avec vous, déclara Laure, terminant le nœud. Tu n'as pas besoin de t'exposer. Ainsi. Si, j'en ai besoin, sourit-elle, déterminée. Famille unie, vous vous souvenez? L'auditorium de Dupont Holding était bondé à leur arrivée. Les flashs crépitaient sans cesse. Les voix se chevauchaient dans une cacophonie de « questions ». André monta sur scène, Laure à ses côtés, et le silence s'installa progressivement. « Bonjour », commença-t-il, sa voix claire et ferme. « Je suis ici aujourd'hui non pas en tant que PDG de Dupont Holding, mais en tant que père. Un père qui a découvert, de la manière la plus inattendue possible, que la vie réservait des surprises plus grandes que n'importe quelle acquisition d'entreprise. » Ah, il fit une pause, regardant directement les caméras. « Oui, Laure est ma fille. Oui, Pierre est mon fils. Et non, je ne connaissais pas leur existence jusqu'à ces dernières semaines. Mais maintenant que je le sais, aucune force au monde ne me fera renier ma famille. » Les flashs s'intensifièrent. Les questions reprirent dans une frénésie. Au fond de l'auditorium, Hélène Valmont observait la scène avec un sourire froid sur les lèvres, son téléphone portable discrètement en train d'enregistrer. « Et qu'en est-il de la fusion avec le groupe Valmont ?» cria quelqu'un. « La fusion, répondit André, son regard croisant celui d'Hélène, n'est plus une priorité. Ma famille l'est. » Le brouhaha augmenta. Hélène se leva avec élégance et quitta l'auditorium, ses talons résonnant sur le sol. Son sourire maintenant avait un air de triomphe. Phase 1 du plan, terminé. Laure remarqua le départ de la mondaine et sentit un frisson parcourir son échine. « Elle prépare quelque chose de plus grand », murmura-t-elle pour elle-même. André, toujours en train de répondre aux questions, posa sa main sur l'épaule de sa fille. C'était un geste simple mais chargé de signification. Ils étaient ensemble dans cette affaire, quoi qu'il arrive. Sur l'écran géant derrière eux, les « actions de l'entreprise » continuaient leur chute libre. Mais pour la première fois de sa vie, André Dupont ne se souciait pas des chiffres rouges. Il avait découvert un type de richesse différent, une richesse qui ne pouvait être mesurée en graphique ou en tableur. Dans le penthouse luxueux des Valmont, Hélène regardait les répercussions de la conférence de presse avec un verre de whisky à la main. À ses côtés, le docteur Mercier feuilletait un dossier rempli de documents. « Il a tout jeté par la fenêtre », murmura Hélène, ses yeux fixés sur l'écran de télévision où André et Laure apparaissaient sur toutes les chaînes. 20 ans, à construire une réputation, jeté aux orties à cause d'une fille de banlieue et d'un bébé. « En fait, » répondit l'avocat, retirant un document spécifique du dossier, « il nous a donné exactement ce que nous voulions. Exposition publique, admission de paternité, tout enregistré et documenté. » Hélène sourit, comprenant le plan. « Et maintenant ?» Maintenant, sourit à son tour le docteur Mercier, nous commençons à remettre en question sa capacité à gérer à la fois l'entreprise et cette nouvelle famille. Pendant ce temps, au manoir des Dupont, Laure mettait Pierre au lit quand elle remarqua quelque chose d'étrange. La lumière du bureau de Régine était allumée, bien après l'horaire normal de travail de la gouvernante, mue par des années. D'instinct de survie, elle s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte. Régine était au téléphone, parlant à voix basse. « Oui, Madame Hélène. Non, il ne se doute de rien. Bien sûr, je continuerai à vous informer de tout. Non, la fille n'a pas encore trouvé les autres lettres. » Laure sentit son cœur se serrer. Régine, qui semblait si maternelle, si protectrice, travaillait pour Hélène depuis le début. Mais quelles autres lettres? Elle retourna dans sa chambre en silence, l'esprit fonctionnant à toute allure. Elle devait le dire à André, mais elle devait aussi en découvrir davantage. Sa mère disait toujours que l'information était un pouvoir, et maintenant elle comprenait pleinement le sens de ces mots. Le lendemain matin, André se préparait à sortir lorsque Laure l'intercepta dans le hall. « Nous devons parler, dit-elle sérieuse, à propos de Régine. »
André fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était son directeur financier, paniqué. Un groupe d'actionnaires minoritaires, dirigé par le père d'Hélène, convoquait une assemblée extraordinaire pour remettre en question son maintien au poste de PDG. Il allègue que vos décisions récentes démontrent une instabilité émotionnelle et peuvent nuire à l'entreprise, expliqua le directeur, nerveux. Je comprends, répondit André, étonnamment calme. Fixez une réunion avec le conseil pour cet après-midi et préparer un rapport complet des 5 dernières années de gestion. Raccrochant, il reporta son attention sur Laure. Tu disais quelque chose à propos de Régine ? Laure hésita. Son père affrontait déjà tant de problèmes. Mais non, les secrets n'apportaient que plus de problèmes. Sa mère l'avait appris de la manière la plus difficile. Je l'ai entendue hier soir parlant avec Hélène au téléphone. C'est une espionne, papa. Et apparemment, il existe d'autres. Lettre de maman qu'elle a cachée. André pâlit. Pendant des années, Régine avait été son port d'attache, la seule personne en qui il avait vraiment confiance. La trahison faisait plus mal qu'il ne voulait l'admettre. « Je vais régler ça, dit-il, se dirigeant vers le bureau de la gouvernante. « Attendez !» Laure le retint par le bras. « Nous ne pouvons pas la confronter directement. Nous devons d'abord trouver ses lettres. Si maman a écrit d'autres choses, ça doit être important. » André regarda sa fille avec admiration. Elle avait raison, bien sûr. Des années de négociations lui avaient appris que l'information était une arme puissante et ils avaient besoin de toutes les armes possibles contre Hélène. « Que suggères-tu » ? Régine sort tous les dimanches pour visiter sa sœur, expliqua Laure. Nous pouvons chercher dans son bureau pendant son absence. Tu veux que moi, PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays, je me transforme en détective privé ? Laure sourit, un sourire qui rappelait beaucoup le sien quand il concluait une grande affaire. Non, je veux que vous soyez un père, protégeant ses enfants. Alors vous marchez ? André ajusta sa cravate, une lueur différente dans le regard. D'accord, mais d'abord je dois m'assurer que j'aurai encore une entreprise à diriger demain. Vous y arriverez, affirma Laure avec conviction. Après tout, vous êtes un Dupont, et d'après ce que j'apprends, nous, les Dupont, n'abandonnons pas facilement. André sentit sa poitrine se gonfler de fierté. En quelques semaines, cette jeune femme arrivée trempée à sa porte s'était transformée en une alliée inestimable. Plus que cela, elle était véritablement devenue sa fille. « Nous, les Dupont », répéta-t-il, savourant les mots. « J'aime comme cela sonne. » Le dimanche arriva avec une anxiété palpable dans l'air. André observait par la fenêtre de son bureau, tandis que Régine montait dans sa voiture, partant pour sa visite hebdomadaire. À ses côtés, Laure berçait Pierre qui venait de téter. « Elle revient toujours à 18 heures précises », commenta Laure, plaçant son frère dans le transat. « Nous avons exactement 5 heures. » André vérifia sa montre pour la 10e fois. La réunion avec le conseil la veille avait été tendue, mais il avait gagné un temps précieux en présentant des chiffres irréfutables de sa gestion. Maintenant, il devait trouver quelque chose qui pourrait renforcer encore sa position. « Par où commençons-nous » demanda-t-il, se sentant étrangement nerveux. Il était surréaliste d'être sur le point de fouiller les affaires de sa gouvernante de tant d'années. « Par son bureau », répondit Laure avec assurance. « J'ai remarqué qu'elle verrouille toujours la porte 2 fois quand elle sort. Les personnes qui ont quelque chose à cacher sont généralement méticuleuses avec les serrures. » André haussa un sourcil. « Comment sais-tu cela exactement ?» Disons que la vie n'a pas toujours été facile. Laure haussa les épaules. « Vous avez le passe-partout, n'est-ce pas ?» « Oui, répondit-il, sortant un trousseau de clés du tiroir. « Mais je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Le bureau de Régine était un espace petit mais organisé, avec un bureau ancien, des classeurs métalliques et un fauteuil usé. Laure se dirigea immédiatement vers les classeurs, tandis qu'André examinait le bureau. « Cherchez des fonds cachés, » conseilla Laure, tirant déjà des tiroirs. « Les personnes qui gardent des secrets les laissent rarement à la vue. » André commença à tapoter légèrement les tiroirs du bureau, surpris par sa propre dévotion à la tâche. À tout autre moment de sa vie, il aurait considéré cela comme indigne de lui. Mais maintenant, le voilà à chercher des compartiments secrets, comme un détective amateur. « J'ai trouvé quelque chose !» s'exclama soudain Laure. Au fond d'un tiroir de classeur, derrière d'anciennes feuilles de paix, il y avait un compartiment camouflé. À l'intérieur, une pile d'enveloppes jaunies,
toutes adressées à André, toutes avec l'écriture délicate. De Marie. D'une main tremblante, André prit la première enveloppe. La date remontait à 19 ans, quelques mois seulement après le départ de Marie. Cher André, je sais que lorsque cette lettre vous parviendra, vous serez probablement furieux de ma disparition soudaine, mais je dois vous faire savoir, je porte un morceau de vous avec moi. Notre bébé devrait naître dans 6 mois. André s'assit lourdement dans le fauteuil. Laure continua à lire les autres. Lettre, ses yeux se remplissant de larmes à mesure qu'elle découvrait l'histoire complète. Elle vous a écrit pendant des années, chuchota-t-elle, racontant mes premiers pas, mes premiers mots. Régine a intercepté tout cela. Mais pourquoi? Demanda André, sa voix rauque d'émotion. La réponse vint dans la dernière lettre de la pile, datée d'il y a seulement 5 ans. Régine, je sais que vous avez intercepté mes lettres toutes ces années. Je sais aussi pourquoi. J'ai trouvé les anciens documents du testament de M. Dupont, père d'André. Vous craignez que s'il découvrait une héritière, il enquêterait plus profondément sur les registres de l'époque où vous gériez les finances de la maison. Les détournements que vous avez effectués seraient découverts. Je ne vais pas vous exposer, pas pour moi, mais pour André. Il a déjà subi trop de pertes. Mais je vous demande, s'il m'arrive quelque chose, n'empêchez pas mes enfants de trouver leur père. Ils méritent cette chance. Marie, Laure laissa tomber la lettre, choquée. Elle savait, tout ce temps, maman savait, André était pâle. Régine ne t'a pas seulement caché de moi. Elle a volé mon père. Et Marie l'a découvert. Mais, si elle a découvert les détournements, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Parce qu'elle se souciait vraiment de moi, répondit André, la voix émue. Jusqu'à la fin, elle a essayé de me protéger. Les pleurs de Pierre brisèrent le moment de révélation. Laure le prit dans ses bras, le berçant automatiquement, tandis que son esprit travaillait. Cela explique pourquoi Régine aide Hélène, dit-elle. Elle doit être désespérée de nous tenir à l'écart, craignant que la vérité sur les détournements ne soit révélée. André rangea soigneusement toutes les lettres dans sa serviette. Nous devons agir intelligemment. Régine a des informations sur nous qui peuvent aider Hélène. Mais maintenant, nous avons des informations sur elle, compléta Laure, une lueur déterminée dans les yeux. Exactement, sourit André, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et demain, quand elle reviendra, nous aurons une conversation très intéressante. Tandis qu'ils réorganisèrent le bureau, laissant tout exactement comme ils l'avaient trouvé, père et fille échangèrent un regard de compréhension. La vérité, enterrée depuis si longtemps, remontait enfin à la surface. Et avec elle, une chance de justice, pas seulement pour eux, mais pour Marie. « Papa », appela Laure alors qu'ils sortèrent déjà, « croyez-vous qu'elle a souffert en gardant tous ses secrets ?» André regarda sa fille, voyant en elle la force et la compassion de Marie. « Ta mère était la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et maintenant je sais qu'elle était aussi la plus altruiste. » Pierre gazouilla dans les bras de Laure comme s'il était d'accord. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés. Dans quelques heures, Régine reviendrait, sans savoir que son propre jeu de secret était sur le point de s'effondrer. À exactement 18 heures, la voiture de Régine se gara dans le garage du manoir. La gouvernante entra par la porte de service, comme elle le faisait toujours, pour trouver André assis à la table de la cuisine, les lettres jaunies disposées soigneusement devant lui. Le sang quitta le visage de Régine lorsqu'elle reconnut les enveloppes. Ses mains, toujours fermes, commencèrent à trembler. « Bonsoir, Régine », parla André, sa voix maîtrisée. « Je crois que nous devons discuter de certaines correspondances égarées. »« Monsieur André, je peux expliquer, » commença-t-elle, mais fut interrompue par l'arrivée de Laure qui portait Pierre endormi. « Bonsoir, Régine », salua Laure, son ton poliment froid. « J'espère que votre sœur va bien, ou devrais-je dire, j'espère qu'Hélène va bien. C'est avec elle que vous avez passé l'après-midi, n'est-ce pas ?» Régine chancela devant s'appuyer sur le comptoir de la cuisine. « Comment ? Comment le savons-nous » compléta André. « Disons que nous ne sommes pas les seuls à savoir garder des secrets. La différence, c'est que les nôtres n'impliquent pas de détournement d'argent. »« S'il vous plaît, » implora Régine, des larmes commençant à couler sur son visage vieilli. « Vous ne comprenez pas. À l'époque, j'avais besoin de l'argent. Mon mari était malade, les traitements étaient coûteux. »« Et après son départ ?» demanda Laure. « Pourquoi continuer à cacher les lettres ?»
Pourquoi empêcher une fille de connaître son père? Régine s'effondra sur une chaise, paraissant soudain très vieille et fatiguée. Au début, c'était pour l'argent. Ensuite, ce fut la peur. Si Monsieur André découvrait votre existence, il enquêterait sur le passé, découvrirait tout. Je ne pouvais pas perdre tout ce que j'avais construit ici. Alors vous avez décidé de vous allier à Hélène, conclut André, pour garantir que vos secrets restent enterrés. Elle a découvert, admit Régine. D'une façon ou d'une autre, elle a découvert les anciens détournements. Elle a menacé de me dénoncer si je n'aidais pas à vous éloigner. Laure posa doucement Pierre dans le transat et s'approcha de la table. Notre mère savait, à propos de tout. Et pourtant, elle a choisi de vous protéger, de protéger mon père de la douleur de la découverte. Régine couvrit son visage de ses mains, sanglotant. Marie était une sainte. Quand elle a découvert, j'ai pensé que c'était fini pour moi, mais elle m'a simplement demandé de jurer que s'il lui arrivait quelque chose, je n'empêcherais pas ses enfants de trouver leur père. Et pourtant, vous avez brisé cette promesse, dit André, sa voix chargée de déception. Qu'allez-vous faire de moi? Demanda Régine, vaincue. André échangea un regard avec Laure avant de répondre. Nous n'allons pas dénoncer les anciens détournements, Régine. Pas pour vous, mais pour Marie. Elle a choisi le pardon et nous allons honorer ce choix. Régine leva les yeux, ayant peine à y croire. Mais, poursuivit André, vous allez appeler Hélène tout de suite. Vous allez lui dire que vous ne pouvez plus l'aider. Et ensuite, vous allez faire vos valises et quitter cette maison d'ici demain. Où vais-je aller? Vous avez une maison à vous, achetée avec l'argent de mon père, répondit froidement André. Utilisez-la. Laure, qui était restée silencieuse, s'approcha de Régine. Savez-vous ce qui est le plus triste? Vous auriez pu faire partie de cette famille, vraiment, pas à travers des mensonges. Maman vous faisait confiance, vous considérait comme une amie. Régine se leva lentement, des décennies de culpabilité pesant sur ses épaules. Tu es comme elle, tu sais, tu as le même cœur. Non, répondit Laure, prenant Pierre dans ses bras. J'ai son cœur et la force de mon père. Et ensemble, nous allons réparer tout ce que vous et Hélène avez essayé de détruire. Tandis que Régine montait les escaliers pour préparer ses affaires, André s'approcha de Laure. « Ça va? »« Oui, » répondit-elle, surprise par la vérité dans ses paroles. C'est étrange, mais découvrir tout cela, d'une certaine façon, cela a rapproché maman. Maintenant, je sais à quel point elle s'est battue pour nous, combien elle aimait. André passa son bras autour des épaules de sa fille, observant Pierre dormir. Elle serait très fière de toi. De nous, corrigea Laure. Elle a toujours cru qu'un jour vous retrouveriez le chemin de la maison, et vous l'avez trouvé. Dehors, la nuit était déjà tombée sur le manoir des Dupont. Mais à l'intérieur, pour la première fois en décennies, il n'y avait plus d'ombre de secrets obscurcissant les couloirs. Une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Une histoire de rédemption, de pardon et par-dessus tout d'amour. Hélène Valmont n'était pas une femme habituée à perdre. Lorsqu'elle reçut l'appel de Régine l'informant qu'elle ne pourrait plus l'aider, son premier réflexe fut de briser le coûteux vase en cristal qui décorait sa table basse. Au lieu de cela, elle respira profondément et appela le docteur Mercier. « Ils ont tout découvert, » dit-elle dès que l'avocat décrocha. « Cette vieille idiote n'a pas su tenir sa langue. »« Calmez-vous » la voix calculatrice de l'avocat résonna de l'autre côté de la ligne. « En fait, cela peut jouer en notre faveur. Régine connaît beaucoup de secrets des Dupont, pas seulement les siens. Et les personnes désespérées sont généralement plus coopératives. » Un lent sourire se forma sur les lèvres d'Hélène. Continuez. Pendant ce temps, au manoir des Dupont, le premier matin sans Régine apportait une atmosphère différente. Laure préparait le petit déjeuner tandis qu'André essayait, avec une dévotion surprenante, de changer la couche de Pierre. « Vous la mettez à l'envers », commenta Laure, cachant un sourire en observant son père lutter avec la couche jetable. « Impossible », grommela André. « J'ai vérifié 3 fois le tutoriel sur YouTube. Ici, laissez-moi vous montrer. » Elle s'approcha, guidant les mains de son père avec patience. « Vous voyez, ce n'est pas si difficile. » André observa sa fille avec admiration. « Comment as-tu appris tout cela ?» Par nécessité, elle haussa les épaules. « Quand maman est tombée malade, j'ai dû apprendre vite. Pierre était si petit. »
Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone portable d'André. C'était son directeur juridique et à sa voix, les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Monsieur Dupont, Régine est dans le bureau du docteur Mercier en ce moment. Il menace de porter plainte pour harcèlement moral. » André sentit son sang se glacer. « Comment ? Elle prétend avoir été forcée de quitter son emploi après des années d'abus psychologiques. Et il y a plus. Elle possède des enregistrements de conversations, des documents, des choses qui peuvent nuire sérieusement à l'image de l'entreprise. » Laure, qui avait perçu le changement dans la posture de son père, s'approcha, inquiète. André mit le téléphone en haut-parleur pour qu'elle puisse suivre. « Ils veulent un arrangement », poursuivit l'avocat. « 5 millions pour garder tout confidentiel. Sinon, ils iront à la presse avec l'histoire de la gouvernante fidèle qui a été expulsée en essayant de protéger les véritables héritiers Dupont. »« Véritables héritiers ?» demanda Laure, confuse. Apparemment, l'avocat hésita. « Régine possède des documents suggérant que vous et Pierre pourriez ne pas être, ne pas être qui vous prétendez être. » André sentit une vague de fureur parcourir son corps. « Il bluffe. Nous avons les lettres de Marie. Nous avons le test ADN, compléta doucement Laure. Vous vous souvenez? Vous l'avez demandé dès notre arrivée. Comme par providence divine, à ce moment précis, un autre téléphone commença à sonner. C'était du laboratoire. André répondit, mettant également en haut-parleur. « Monsieur Dupont, c'est le docteur Carmen, du laboratoire central. Les résultats du test ADN sont prêts. » Laure retint sa respiration, serrant inconsciemment Pierre contre sa poitrine. Bien qu'elle connaisse la vérité, bien qu'elle soit certaine de son origine, ce moment était crucial. « Et alors ?» demanda André, sa voix trahissant son anxiété. La compatibilité est de 99% dans les deux cas. Il n'y a aucun doute. Laure et Pierre sont bien vos enfants biologiques. Le soulagement fut si grand que Laure dut s'asseoir. André raccrocha les deux téléphones et se tourna vers sa fille, un sourire déterminé sur le visage. Maintenant, nous avons des preuves scientifiques. Hélène et Régine peuvent essayer ce qu'elles veulent, mais la vérité est de notre côté. Mais le procès, les menaces, nous les affronterons, répondit fermement André. Assez de nous cacher, assez de laisser la peur du scandale dicter nos vies. Ta mère a vécu des années dans l'ombre pour me protéger. Je ne vais pas commettre la même erreur. Laure sourit, fière. Ce n'était plus l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré quelques semaines auparavant. C'était son père, un homme prêt à se battre pour sa famille. « Et quelle est la prochaine étape ?» demanda-t-elle. André prit Pierre de ses bras, l'ajustant avec une aisance qui aurait été impensable quelques semaines plus tôt. « Je vais convoquer une conférence de presse. Mais cette fois, nous n'allons pas seulement nous défendre. Nous allons raconter toute l'histoire, les lettres interceptées, les années de séparation forcée, tout. Hélène n'aimera pas ça, avertit Laure. Non, elle n'aimera pas, acquiesça André. Mais tu sais ce que j'ai appris de toi et de Pierre, que certaines choses sont plus importantes que la réputation ou l'argent. La vérité en est une. Pierre choisit ce moment pour lâcher un rire joyeux, comme s'il approuvait la décision de son père. Laure observa les deux ensemble, ressentant une vague d'amour et de gratitude. Sa mère avait raison, parfois il fallait croire que l'amour trouverait son chemin. Alors, sourit-elle, quand programmons-nous cette conférence? Demain, répondit André avec détermination. Le plus tôt sera le mieux. Hélène veut la guerre? Eh bien, elle va découvrir que les Dupont ne fuient pas un combat. La nouvelle de la conférence de presse convoquée par André Dupont se répandit comme une traînée de poudre parmi les journalistes. L'auditorium de l'entreprise était encore plus bondé que la dernière fois, avec des reporters de tous les grands médias du pays. Au centre de la scène, une table avec 3 chaises attendait les protagonistes de cette histoire. Laure ajustait la robe simple mais élégante qu'elle avait choisie pour l'occasion, tandis que Régine s'occupait de Pierre en coulisses. L'ancienne gouvernante n'était pas partie. Après une longue conversation avec André et Laure, ils avaient décidé qu'elle méritait une chance de rédemption, surtout après avoir accepté de témoigner sur les manipulations d'Hélène. « Tu es prête ?» demanda André, entrant dans la loge improvisée. « Presque, » répondit Laure, respirant profondément. « C'est étrange, tu sais. J'ai passé tant de temps à essayer de rester invisible, survivant dans l'ombre. Maintenant, je vais raconter notre histoire au monde entier. »
André s'approcha, ajustant nerveusement sa cravate. « Nous pouvons encore renoncer. Trouver une autre façon. »« Non, l'interrompit fermement Laure. Maman a vécu cachée pour nous. Nous ne laisserons pas Hélène nous forcer à faire de même. » À ce moment, Régine entra avec Pierre, particulièrement beau dans son ensemble bleu marine. « C'est l'heure, » annonça-t-elle doucement. André prit son fils dans ses bras, surpris de constater à quel point le geste semblait déjà naturel. « Montrons au monde qui nous sommes vraiment. » La famille marcha ensemble jusqu'à la scène où ils furent accueillis par une explosion de flash. André prit place au centre, avec Laure à sa droite et Régine à sa gauche. Pierre, étonnamment calme, observait tout avec ses grands yeux curieux. « Bonjour », commença André, sa voix ferme et claire. « Je suis ici aujourd'hui pour raconter une histoire. Une histoire d'amour, de sacrifice et surtout de vérité. » Au fond de l'auditorium, Hélène assistait à tout avec un sourire glacial, le docteur Mercier à ses côtés. Sa confiance commença à vaciller lorsqu'elle vit Régine sur scène. André poursuivit. « Il y a 20 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Non pas en tombant amoureux d'une employée, mais en permettant que la peur du scandale et l'obsession du succès m'aveuglent sur ce qui comptait vraiment. » Laure prit la parole ensuite, sa voix chargée d'émotion. « Notre mère, Marie, a écrit des dizaines de lettres au fil des ans. Des lettres qui ne sont jamais arrivées à destination parce que certaines personnes pensaient avoir le droit de décider ce qui était le mieux pour nous tous. » Régine se leva alors, surprenant tout le monde, et j'étais l'une de ces personnes. Pendant des années, j'ai intercepté ces lettres, d'abord par cupidité, puis par peur. Aujourd'hui, je suis ici pour dire la vérité sur comment Hélène Valmont a tenté d'utiliser ses secrets pour séparer cette famille. Au fond de l'auditorium, Hélène se leva brusquement, mais il était trop tard. Régine commença à détailler tout le plan, les menaces, les manipulations, la tentative de falsifier des documents qui remettraient en question la paternité d'André. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, les caméras captant chaque moment. Pierre choisit cet instant pour lâcher l'un de ses rires contagieux, brisant la tension dans l'air. « Voici mon fils », déclara André, soulevant légèrement le bébé. « Et voici ma fille. Le test ADN a confirmé ce que nos cœurs savaient déjà. Mais la science ne pourrait jamais mesurer l'amour qui a grandi entre nous ces dernières semaines. » Laure essuya une larme discrète. « Notre mère disait toujours que la vérité a son propre pouvoir, que peu importe le temps qui passe, elle trouve toujours son chemin vers la lumière. C'est pourquoi, poursuivit André, sa voix gagnant, en force, je suis ici aujourd'hui non seulement en tant que PDG de Dupont Holding, mais en tant que père. Un père qui a perdu 20 années précieuses avec sa fille, mais qui ne perdra plus une seule minute. » Au milieu de l'assistance, Hélène se dirigeait déjà vers la sortie, son visage déformé par la fureur. Son plan s'était complètement effondré. Et quant à la tentative de chantage, conclut André, regardant directement les caméras, je tiens à préciser, nous ne céderons pas aux menaces. Cette entreprise a été bâtie avec du travail acharné et de l'intégrité, et c'est ainsi qu'elle continuera. La séance de questions qui suivit fut intense, mais la famille Dupont était préparée. Chaque réponse, chaque explication servait à renforcer davantage leur union. Régine, en larmes, raconta sa part de l'histoire, demandant publiquement pardon. Quand tout fut terminé, Laure s'approcha de son père, qui tenait toujours Pierre. « Croyez-vous que nous avons fait ce qu'il fallait ?» André regarda ses enfants, puis les journalistes qui photographiaient encore la scène. « Pour la première fois de ma vie, j'en suis absolument certain. » Les répercussions de la conférence de presse furent immédiates et écrasantes. Les réseaux sociaux explosaient avec la vidéo du moment où Régine exposait le plan d'Hélène, tandis que les principaux journaux du pays affichèrent des titres sur l'histoire d'amour et de rédemption des Dupont. Les actions de l'entreprise, qui avaient plongé quelques jours plus tôt, commençaient à montrer des signes de reprise. Mais tout n'était pas rose. Le lendemain matin de la conférence, Laure trouva André dans son bureau, analysant une pile de documents avec une expression préoccupée. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, servant une tasse de café à son père, un nouveau rituel qu'ils avaient développé. « Le groupe Valmont joue toutes ses cartes », répondit André, acceptant le café. « Ils ont annulé des contrats, ils font pression sur des fournisseurs communs pour qu'ils choisissent leur camp. Hélène a peut-être perdu la bataille de l'opinion publique,
mais elle a encore beaucoup de pouvoir sur le marché. Laure s'assit dans le fauteuil face au bureau pensive. Et les autres investisseurs, ceux qui ne sont pas liés au Valmont, beaucoup sont de notre côté, impressionnés par notre transparence. André sourit légèrement. Apparemment, un PDG qui choisit la famille au-dessus des profits immédiats inspire confiance. Qui l'eût cru? Le moment fut interrompu par Régine, qui entra précipitamment dans le bureau avec Pierre dans les bras. Le bébé était agité, le visage rouge et chaud. Il a de la fièvre, annonça Régine, inquiète, et il ne cesse de pleurer. Laure prit immédiatement son frère dans ses bras, sentant son petit corps brûler. Nous devons l'emmener chez le médecin. J'ai déjà appelé le pédiatre, informa André, se levant et prenant les clés de la voiture. Il va nous recevoir tout de suite. Au cabinet médical, après une série d'examens, le diagnostic fut une infection virale courante chez bébés. Rien de grave, mais qui exigerait des soins constants dans les prochains jours. Il a besoin de médicaments toutes les 4 heures, expliqua le médecin remettant l'ordonnance, et beaucoup de repos. André observait Laure noter méticuleusement toutes les instructions, mémorisant horaires et dosage. Son cœur se serra en pensant au nombre de fois où elle avait dû faire cela seule, prenant soin de son frère sans aide. « Je reste avec lui cette nuit, offrit-il. Tu as besoin de te reposer. » Laure regarda son père avec surprise. « Vous avez cette réunion importante demain matin. » La réunion peut attendre. Pierre, non. De retour au manoir, ils installèrent un système de rotation. Régine prépara des tisanes et des soupes légères, tandis qu'André transformait sa chambre en une infirmerie improvisée, avec humidificateur et tout ce que le pédiatre avait recommandé. Au milieu de la nuit, Laure se réveilla dans le silence. Inquiète, elle alla jusqu'à la chambre de son père et découvrit une scène qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. André Dupont, le puissant PDG, dormait assis dans un fauteuil. Pierre blotti contre sa poitrine. Sur la table de chevet, un tableau improvisé marquait les horaires des médicaments, tous enregistrés avec la même précision qu'il utilisait dans ses rapports financiers. « Il n'a pas quitté Pierre une seule minute », chuchota Régine, apparaissant silencieusement aux côtés de Laure. « Il a même annulé toutes ses réunions de demain. » Laure sentit ses yeux s'embuer. « Vous savez, pendant des années, j'ai imaginé ce que ce serait d'avoir un père. Dans mes fantasmes, il était toujours ce héros parfait et infaillible. » Et « La réalité t'a déçu ?» demanda doucement Régine. Non, Laure sourit, essuyant une larme. « La réalité était bien meilleure, parce qu'il n'est pas parfait. Il apprend, il essaie, il fait des efforts. Et cela vaut beaucoup plus que n'importe quel fantasme. » Le moment fut interrompu par le téléphone portable d'André qui vibra silencieusement. Sur la table, Laure prit l'appareil pour le mettre en silencieux, mais le nom sur l'écran la fit s'arrêter. C'était le directeur financier de l'entreprise. « Papa », appela-t-elle doucement, touchant son épaule. André se réveilla immédiatement, ses bras resserrant instinctivement Pierre. En voyant le téléphone, il répondit avec précaution pour ne pas réveiller son fils. Son visage devint de plus en plus sérieux, à mesure qu'il écoutait. Quand il raccrocha, il regarda Laure avec un mélange d'inquiétude et de détermination. « Hélène a convaincu le conseil de convoquer une assemblée extraordinaire pour demain, » expliqua-t-il. « Ils vont voter mon licenciement. »« Quoi, ils ne peuvent pas faire ça ?»« Techniquement, ils le peuvent, » répondit André, installant délicatement Pierre sur le lit avec une surprenante douceur, et avec le groupe Valmont qui fait pression. « Sur les petits actionnaires. »« Et que va-t-on faire ?» demanda Laure, s'asseyant au bord du lit. André regarda son fils qui dormait, puis sa fille, et enfin Régine, qui observait tout en silence. « Nous allons nous battre, » répondit-il simplement. « Mais cette fois, nous allons nous battre comme il faut, comme une famille. » Laure acquiesça, comprenant parfaitement. Ce n'était pas seulement le contrôle de l'entreprise qui était en jeu, c'était tout ce qu'ils avaient construit ces dernières semaines, tout l'amour qui avait fleuri des cendres d'un passé de secret. « Hélène ne sait pas, » dit Laure avec un petit sourire, « mais elle a déjà perdu. Parce que peu importe ce qui se passera demain, elle ne pourra jamais nous enlever ce qui est vraiment important. » André serra sa fille dans ses bras, tous deux regardant Pierre qui dormait paisiblement, inconscient des tempêtes qui se formaient autour de lui. Dans le silence de la nuit, une certitude se cristallisa. Certains liens sont trop forts pour être brisés par l'argent ou le pouvoir. La salle du conseil était pleine lorsqu'André arriva le lendemain matin.
De profondes cernes marquaient son visage, résultat de la nuit blanche à s'occuper de Pierre, mais son regard transmettait une détermination inébranlable. Laure avait insisté pour l'accompagner, laissant son frère déjà rétabli aux soins de Régine. Hélène était déjà là, impeccable dans son tailleur de créateur, parlant à voix basse avec quelques membres du conseil. Son sourire triomphant vacilla légèrement en voyant père et fille entrer ensemble. « Messieurs les conseillers », commença André, sa voix claire et ferme, « avant que vous ne commenciez le vote, j'aimerais faire une présentation. » « C'est irrégulier, protesta immédiatement Hélène. « L'Assemblée a été convoquée spécifiquement pour voter votre licenciement. Selon les statuts de l'entreprise, intervint Laure, surprenant tout le monde par sa connaissance, tout actionnaire a droit à la parole avant un vote crucial. Et par hasard, sourit-elle, sortant quelques documents de son sac, je suis maintenant actionnaire. » André ne put retenir un petit sourire, de fierté. La nuit précédente, tout en s'occupant de Pierre, il avait légalement transféré 5% de ses actions à Laure, suffisamment pour garantir son droit de parole au conseil. « Ce que vous allez voir, » poursuivit André, allumant le projecteur, « ne sont pas seulement des chiffres. Ce sont 20 ans de travail, de dévouement et oui, quelques erreurs. Mais surtout, ce sont 20 ans de croissance durable et d'éthique d'entreprise. » La présentation qui suivit était différente de tout ce que ses dirigeants avaient jamais vu. Mélangeant des données financières impressionnantes avec l'histoire personnelle des Dupont, André montra comment chacune de ses décisions, même les plus difficiles, avait été prise en pensant à l'avenir de l'entreprise. « Et maintenant, conclut-il, vous voulez m'écarter parce que j'ai choisi d'être honnête, parce que j'ai décidé d'assumer mes responsabilités de père. Ne soyez pas dramatique, André, interrompit Hélène, se levant. Il ne s'agit pas de votre vie personnelle. Il s'agit de stabilité commerciale. Depuis que cette famille est apparue, les actions ont fluctué, des contrats ont été perdus. Des contrats que vous avez annulés, souligna Laure, sa voix tranchante. Des actions qui ont chuté à cause des rumeurs que vous avez répandues. C'est ridicule, rit Hélène, mais son visage était tendu. Vous n'avez pas de preuves. En fait, une nouvelle voix résonna de la porte. Ils en ont. Tous se tournèrent pour voir le docteur Mercier entrer dans la salle, portant un dossier épais. L'avocat semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis, la dernière fois qu'il l'avait vu. « Docteur Mercier ?» Hélène pâlit. « Que faites-vous ici ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il, posant le dossier sur la table. « Messieurs les conseillers, voici toute la documentation montrant comment mademoiselle Valmont a délibérément orchestré une campagne pour déstabiliser l'entreprise. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» cria presque Hélène. « Je vous ai payé, et je vous rembourse chaque centime, » répondit calmement l'avocat. « Il y a des limites, mademoiselle Valmont, que tout l'argent du monde ne peut pas franchir. » Les conseillers commencèrent à feuilleter les documents, leurs expressions passant de la stupéfaction à l'indignation. Courriel, contrat délibérément annulé, preuve de manipulation du marché, tout méticuleusement documenté. « Pourquoi ?» demanda Hélène à l'avocat, sa voix tremblante. « Pourquoi faites-vous cela ?» Le docteur Mercier regarda André et Laure avant de répondre « Parce que hier, quand j'ai vu cette conférence de presse, j'ai réalisé que j'étais du mauvais côté de l'histoire. Et plus important, du mauvais côté de la justice. » Le président du conseil se racla la gorge, attirant l'attention de tous. « Je crois que, face à ces nouvelles preuves, nous n'avons plus besoin de procéder au vote. Monsieur Dupont, au nom du conseil, je vous présente nos excuses pour le désagrément. » André acquiesça, mais ce fut Laure qui parla. « Nous ne voulons pas de vengeance, ni procès, ni scandale. Nous voulons juste aller de l'avant, construire quelque chose de meilleur. » Hélène, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, semblait véritablement vaincue. « Tu as gagné, André. Es-tu satisfait ?»« Non, » répondit-il doucement. « Je ne suis ni satisfait ni heureux de tout cela, mais je suis en paix. Et cela, Hélène, c'est quelque chose que l'argent et le pouvoir ne peuvent pas acheter. » Tandis qu'ils quittèrent la salle du conseil, Laure retint le bras de son père. « Pensez-vous qu'elle tentera autre chose ?»« Non, » sourit André. « Hélène est beaucoup de choses, mais pas idiote. Elle sait quand une bataille est perdue. » Dans le parking, ils trouvèrent Régine qui attendait avec Pierre, qui ouvrit un énorme sourire en voyant son père et sa sœur. « Alors ?» demanda anxieusement la gouvernante. « C'est fini, » répondit Laure, prenant son frère dans ses bras. « Enfin, terminé.
Non, corrigea André en lassant ses enfants. Ce n'est pas fini. En fait, cela ne fait que commencer. Et il avait raison. Parce que parfois la fin d'une bataille n'est que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'on appelle famille. Un mois après la confrontation avec Hélène, le manoir des Dupont subissait des transformations subtiles, mais significatives. Le bureau austère d'André avait maintenant un petit berceau dans un coin où Pierre faisait souvent ses siestes pendant que son père travaillait. Photos de famille commençaient à apparaître sur les murs auparavant vides, et le son des rires résonnait dans les couloirs qui, un jour, avaient été silencieux. Ce matin ensoleillé de dimanche, Laure trouva son père dans la bibliothèque, non pas en train de réviser des contrats comme elle s'y attendait, mais feuilletant un vieil album de photos. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui avec une tasse de café pour chacun. « Régine l'a trouvé dans le grenier », répondit André, montrant une photo jaunie. « Regarde, c'est moi à peu près à l'âge de Pierre. » Laure examina l'image. Avec intérêt. Le bébé sur la photo ressemblait étonnamment à son frère, même sourire, mêmes yeux curieux. « Il y en a d'autres », poursuivit André, tournant la page. « J'ai aussi trouvé quelques photos de ta mère, de l'époque où elle travaillait ici. » Laure retint son souffle. Marie était là, jeune et radieuse, arrangeant des fleurs dans le jardin. Son sourire, capturé par l'appareil photo des décennies, auparavant était exactement comme Laure s'en souvenait. « Elle était magnifique », murmura André, sa voix douce au souvenir. « Elle n'a jamais cessé de vous aimer, vous savez ?» commenta Laure, traçant le contour de la photo du doigt. « Même après tant de temps, elle parlait toujours de vous avec affection. » André ferma les yeux un moment, laissant passer l'émotion. « J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Aux secondes, chance au nouveau départ. Et j'ai décidé de faire quelques changements dans l'entreprise, sourit-il, prenant un dossier à côté de lui. Je veux créer une fondation pour aider les mères célibataires, les familles en situation vulnérable. Un lieu qui offre non seulement une aide financière, mais un véritable soutien. Crèche, éducation, opportunités de travail. » Laure sentit ses yeux s'embuer, comme ce dont maman avait besoin à l'époque. « Exactement, » acquiesça André, « et je veux que tu diriges le projet. » Moi, Laure faillit s'étrangler avec son café, mais je n'ai pas d'expérience ni de formation. Tu as quelque chose de bien plus important. Tu as vécu cette réalité. Tu sais exactement ce dont ces familles ont besoin. Il fit une pause, prenant un autre document. Et c'est pourquoi j'ai aussi organisé ceci. Laure prit l'enveloppe qu'il lui tendait. À l'intérieur, il y avait une lettre d'admission de la plus prestigieuse université du pays pour le cursus de gestion. « Comment ? Tu as mentionné une fois que c'était ton rêve, » expliqua André. « Et maintenant, tu peux le réaliser. Les cours commencent le semestre prochain. » Régine choisit ce moment pour entrer avec Pierre, qui venait de se réveiller de sa sieste, ta matinale. Le bébé tendit immédiatement les bras vers Laure, qui le prit avec les larmes aux yeux. « Tu vois, petit ?» chuchota-t-elle à son frère. « La vie nous surprend parfois de la meilleure façon possible. Il y a encore une chose, » dit André, prenant une dernière enveloppe. « J'ai trouvé un terrain au bord de la mer, exactement comme ta mère en rêvait toujours. » Laure ouvrit l'enveloppe, trouvant des plans architecturaux. « C'est le siège de la fondation, » compléta André, avec une zone résidentielle attenante pour héberger temporairement les familles qui en auront besoin. Et aussi, il hésita, semblant presque timide. J'ai pensé que nous pourrions y construire une maison de plage, pour nous, pour être une famille non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments heureux. Régine, qui observait la scène en silence, ne put retenir un sanglot ému. « Marie serait si fière, » dit-elle, essuyant ses yeux avec son tablier. « Elle l'est, » corrigea doucement Laure, regardant par la fenêtre où un rayon de soleil traversait les nuages. « J'en suis certaine. » André se leva, prenant Pierre des bras de Laure. « Allons faire un tour dans le jardin. Il y a un endroit spécial que je veux vous montrer. » Dans le jardin, entre des roses soigneusement cultivées, il y avait un nouveau parterre. Au centre, une plaque discrète disait « Jardin Marie, où l'amour fleurit éternellement ». C'était l'idée de Régine, expliqua André. Elle s'est souvenue que ta mère adorait s'occuper de ces roses. Laure s'agenouilla près du parterre, touchant doucement l'une des fleurs. « C'est parfait », murmura-t-elle. Pierre, dans les bras de son père, lâcha l'un de ses rires contagieux, comme s'il était d'accord.
Le son résonna dans le jardin, se mêlant au chant des oiseaux et à la douce brise matinale. « Tu sais, » commenta André, observant ses enfants, « j'ai toujours pensé que le succès se mesurait en chiffres, contrats, acquisitions. Mais maintenant, je comprends que le vrai succès est ici, dans ces moments, ces rires, cette paix. » Laure se leva enlaçant son père et son frère, et dire que tout a commencé par un matin pluvieux et une jeune femme désespérée au portail, non, corrigea André avec un sourire. Cela a commencé bien avant, avec une histoire d'amour qui a attendu patiemment le bon moment pour fleurir à nouveau. À travers vous. Régine observait la scène depuis la véranda, son cœur débordant de joie. Le manoir des Dupont, autrefois symbole de pouvoir et de solitude, se transformait jour après jour en un véritable foyer. Et dans les roses du jardin Marie, l'amour continuait à fleurir, prouvant que certains sentiments sont trop forts pour être contenus par le temps ou les circonstances. Le soir tombait, doucement sur la ville, lorsque le premier groupe de mères arriva à la fondation Marie Dupont récemment inaugurée. Laure, élégante dans son tailleur, mais avec le même regard accueillant que toujours, les reçut personnellement, à l'entrée du bâtiment moderne, au bord de la mer. « Bienvenue à votre nouveau départ », dit-elle, guidant le groupe à travers l'espace soigneusement aménagé. Ici, vous trouverez non seulement de l'aide, mais de véritables opportunités de transformation. Les femmes, toutes portant leurs enfants, regardaient émerveillées les installations. Il y avait une crèche moderne, des salles de classe équipées, un centre de formation professionnelle et, le plus important, des appartements temporaires où elles pourraient recommencer leur vie avec dignité. Dans le bureau principal, André observait sa fille mener la visite à travers les caméras de sécurité. Pierre, maintenant âgé de presque 1 an, jouait dans son parc spécial installé à côté du bureau de son père. « Elle a un don naturel pour cela », commenta Régine, entrant avec une tasse de café. « C'est vrai », sourit André, prenant Pierre dans ses bras en le voyant bâiller. Laure comprend ces femmes parce qu'elle a été à leur place. Elle sait exactement ce dont elles ont besoin. Le projet de la Fondation s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que prévu. Initialement, outre le soutien de base, il offrait des cours de formation professionnelle, une assistance juridique et même un programme de microcrédit pour les petites entrepreneuses. Laure revint au bureau après la visite, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Papa, tu aurais dû voir. Une des mères est couturière, une autre a de l'expérience en pâtisserie. Je réfléchis déjà à comment développer une coopérative. » André observa sa fille avec fierté. En seulement 6 mois d'université, elle démontrait déjà une compréhension profonde de la gestion sociale, mêlant théorie académique et expérience pratique de vie. « J'ai une surprise pour toi, » dit-il, lui remettant une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un article récemment publié dans un important magazine d'affaires, Nouvelle génération des affaires, comment Laure Dupont révolutionne le concept de responsabilité sociale des entreprises. Ils veulent faire un reportage complet sur la Fondation, expliqua André, sur la façon dont les entreprises peuvent aller au-delà de la philanthropie traditionnelle et créer de véritables changements dans la société. Laure s'assit, émue. Cela va donner de la visibilité au projet. D'autres entreprises pourraient s'en inspirer, créer des initiatives similaires. Exactement, acquiesça André. Et il y a plus. Le Conseil a approuvé à l'unanimité la création d'un fonds permanent pour la Fondation. 10% des bénéfices annuels de Dupont Holding seront dirigés vers des projets sociaux. Régine, qui écoutait tout en silence, s'approcha avec Pierre endormi dans ses bras. Marie serait si fière. Elle disait toujours qu'un jour vous trouveriez votre cœur, André. Et je l'ai trouvé, répondit-il doucement, à travers nos enfants. Laure se leva, allant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la mer. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés et roses. Dans le jardin de la Fondation, plusieurs enfants jouaient sous la supervision d'éducatrices, tandis que leur mère participait au premier cours du programme de formation. « Sais-tu ce qui est le plus incroyable ?» commenta-t-elle, sans détourner les yeux de la scène. « Comment tout s'est emboîté. La douleur de maman, ma lutte, ta solitude, tout a servi à créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » André la rejoignit à la fenêtre, plaçant un bras sur ses épaules. « Ta mère disait toujours qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement des rendez-vous fixés par le destin. Et tu y crois maintenant ?»« Oui,
sourit-il, regardant Pierre qui dormait paisiblement dans les bras de Régine. Je crois que chaque choix, chaque erreur, chaque réussite nous a amenés exactement là où nous devions être. Régine s'approcha avec une tasse de thé pour Laure. Et où allons-nous à partir de maintenant? En avant, répondit Laure avec conviction. Toujours en avant, aidant d'autres familles à trouver leur chemin comme nous avons trouvé le nôtre. Le téléphone d'André sonna. C'était du siège principal de l'entreprise. Une autre acquisition importante était en cours de finalisation, un pas de plus dans la croissance de l'empire Dupont. Mais maintenant, pour la première fois, les chiffres dans les contrats n'étaient plus la partie la plus importante de sa journée. « Nous pouvons en discuter demain », dit-il au téléphone, surprenant son directeur financier. Maintenant, c'est l'heure de la famille. Tandis que le soleil finissait de se coucher à l'horizon, les Dupont restèrent ensemble, observant la mère et les familles dans le jardin. Là, en ce moment parfait, ils n'étaient plus seulement père, fille, fils et gouvernante. Ils étaient une famille, au sens le plus profond du terme. Unis non seulement par le sang, mais par des choix, le pardon et l'amour inconditionnel. Et quelque part, Marie souriait, sachant que son plus grand rêve s'était réalisé. Ses enfants n'avaient pas seulement trouvé leur père, mais ensemble. Ils avaient construit quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes, un héritage d'amour qui continuerait à fleurir pour des générations. Le premier anniversaire de Pierre fut célébré dans le jardin de la Fondation Marie Dupont. Ce ne fut pas une fête ostentatoire comme on aurait pu s'y attendre, pour le fils de l'un des hommes d'affaires les plus importants du pays. Au lieu de cela, ce fut une célébration pleine de sens, partagée avec toutes les familles accueillies par la Fondation. Laure avait insisté sur ce point. Pierre doit grandir en comprenant que le privilège implique des responsabilités, avait-elle expliqué à son père, qui non seulement approuva, mais élargit l'idée. Le jardin était décoré de ballons colorés et de tables simples mais élégantes. Des enfants de tous âges couraient et jouaient, tandis que leur mère, maintenant élève des cours de formation professionnelle de la Fondation, discutait avec animation de leurs progrès et projets futurs. Pierre, vêtu d'une salopette bleue simple, était le centre d'attention. Ses premiers pas s'étaient produits seulement une semaine auparavant, et maintenant il vacillait joyeusement parmi les invités, arrachant des sourires partout où il passait. « Il a ta façon de captiver les gens », commenta André alors, observant son fils recevoir de l'affection de tous. « Et ta détermination », répondit-elle, souriant en voyant son frère essayer d'atteindre un ballon particulièrement coloré. Quand il a quelque chose en tête, il n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il y parvienne. Régine s'approcha avec un gâteau fait maison, sa spécialité. Les bougies furent allumées et tous se rassemblèrent pour chanter joyeux anniversaire. Pierre, sur les genoux de son père, applaudissait, enchanté par l'attention. C'est à ce moment qu'une des mères aidées par la Fondation demanda à parler. Marie-Josée, une jeune femme arrivée 3 mois plus tôt avec ses 2 enfants, se leva timidement. « Quand je suis arrivée ici, commença-t-elle, sa voix émue, j'étais sans espoir. J'avais perdu mon emploi, je n'avais nulle part où aller. Mais alors, Laure m'a montré qu'il y a toujours un nouveau départ possible. » Elle fit une pause, essuyant une larme. « Aujourd'hui, grâce au cours de la Fondation, j'ai ma propre entreprise de pâtisserie. Mes enfants sont à l'école, nous avons un toit au-dessus de nos têtes. Et tout cela parce qu'une famille a décidé de transformer sa propre histoire de douleur en espoir pour les autres. » André sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Il regarda Laure, qui avait aussi les larmes aux yeux, puis Pierre qui observait tout avec ses yeux curieux et intelligents. « Ce n'est pas seulement nous qui aidons », chuchota Laure à son père. « Chaque histoire de dépassement ici nous apprend. Quelque chose de nouveau nous fait grandir aussi. » Après le gâteau et les festivités, quand l'après-midi tirait à sa fin, André trouva Laure assise sur le banc du jardin Marie, regardant pensivement les roses qui fleurissaient abondamment. « Un sou pour tes pensées, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je pensais à maman, » répondit-elle, touchant doucement l'une des roses. À comment elle disait toujours que les choses ont leur propre temps pour fleurir. À l'époque, je ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait dire. Et maintenant ? Maintenant, oui, regarde tout cela. Elle fit un geste vers le jardin où il y avait encore des enfants qui jouaient, des mères qui discutaient, des vies qui se reconstruisaient. Chaque personne ici est comme l'une de ces roses. Elle avait juste besoin du bon environnement, des soins appropriés pour s'épanouir.
André sortit une photo de sa poche. Elle était ancienne, montrant Marie jeune, souriant parmi les mêmes roses qui poussaient maintenant dans le jardin de la fondation. « J'ai trouvé cette photo hier », expliqua-t-il. « Je pensais faire une galerie à l'entrée de la fondation. Des photos qui racontent notre histoire. Pas seulement l'histoire des Dupont, mais de toutes les familles qui sont passées par ici. Une façon de montrer que tout le monde a une histoire qui mérite d'être racontée, » complète alors, comprenant immédiatement l'idée. Pierre, qui jouait à proximité avec Régine, vint en vacillant vers eux, apportant une rose qui était tombée par terre. Il offrit la fleur à Laure de sa petite main potelée. « Merci, petit », sourit-elle, prenant son frère dans ses bras. « Toi aussi, tu grandis. Comme ces roses, tu sais. Fort beau, plein de vie. » André observait ses enfants avec un sourire serein. La transformation dans sa vie au cours des 18 derniers mois était presque incroyable. De l'exécutif froid et solitaire au père présent et aimant. De l'homme d'affaires focalisé uniquement sur les profits au philanthrope engagé dans de véritables changements sociaux. « As-tu décidé concernant l'expansion de la fondation ?» demanda alors, ajustant Pierre qui commençait à somnoler dans ses bras. « Oui, » répondit André. « Nous allons ouvrir 3 autres unités l'année prochaine, une dans chaque région la plus défavorisée de la ville. Et les investisseurs ? Étonnamment, ils sont plus enthousiastes que jamais. Il semble que la responsabilité sociale ne soit pas seulement un avantage concurrentiel, c'est une voie vers l'avenir. » Régine s'approcha avec une tasse de thé pour chacun. Les dernières invités s'en vont. C'était une journée parfaite. « En effet, » acquiesça Laure, observant le soleil se coucher à l'horizon. « Mais sais-tu ce qui est le plus beau ? Savoir que demain sera un autre jour de nouveaux départs ici. D'autres histoires à raconter, d'autres vies à transformer. » André serra sa fille et son fils endormis, ressentant une paix qu'aucun succès commercial ne lui avait jamais procurée. Là, dans le jardin qui portait le nom de son premier et unique amour, entouré par l'héritage qu'ils construisaient ensemble, il comprit enfin le véritable sens de la richesse. Une semaine après la fête de Pierre, Laure organisait la nouvelle galerie de photos à l'entrée de la fondation lorsqu'une visite inattendue arriva. Hélène Valmont, plus mince et avec une expression différente de celle dont Laure se souvenait, s'arrêta devant la porte vitrée. Pendant un moment, les 2 femmes se regardèrent en silence. Laure pouvait sentir son cœur s'accélérer, des souvenirs des conflits passés surgissant dans son esprit. Mais quelque chose dans le regard d'Hélène était différent. Il n'y avait plus cette arrogance, cette froideur calculatrice. « Puis-je entrer ?» demanda Hélène, sa voix dépourvue de l'ancienne prétention. Laure hésita un moment puis acquiesça. « Mon père n'est pas ici aujourd'hui, » avertit-elle. « En fait, » répondit doucement Hélène, « c'est à toi que je veux parler. » Elles se dirigèrent vers le jardin, s'asseyant sur le même banc où tant d'histoires avaient déjà été partagées. Hélène regarda autour d'elle, observant les roses, les enfants jouant dans l'air de jeu, les mères participant à un cours d'artisanat en plein air. « C'est impressionnant ce que vous avez construit ici », commenta-t-elle finalement. « Que veux-tu, Hélène ?» demanda directement Laure, mais sans hostilité. Hélène respira profondément avant de répondre. « Je suis venue m'excuser, pas par lettre, pas par intermédiaire, personnellement, parce que tu le mérites. » Laure ne s'attendait pas à cela. Elle étudia le visage de la femme qui avait tant essayé de détruire sa famille, cherchant des signes de fausseté. Elle n'en trouva aucun. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle finalement. « J'ai changé », répondit Hélène, sortant une enveloppe de son sac. « Après avoir quitté Paris, je suis allée faire du bénévolat en Afrique. J'avais besoin de trouver un sens. Et là-bas, j'ai rencontré une femme qui me rappelait beaucoup ta mère. » Elle ouvrit l'enveloppe, révélant des photos d'un petit orphelinat. Elle avait tout perdu, mais consacrait sa vie à s'occuper d'enfants abandonnés. Elle m'a fait réaliser à quel point j'avais tort sur ce qui compte vraiment dans la vie. Laure prit les photos, observant Hélène en vêtements simples, entourée d'enfants souriants. « Tu y restes toujours ? Je viens de temps en temps en France pour régler des questions administratives. » « Mais oui, c'est mon foyer maintenant. » Hélène fit une pause, regardant directement Laure. « Et c'est pourquoi je suis ici. Je veux donner une partie de mon héritage à la fondation. »« Quoi ? À une condition, » poursuivit Hélène. « Je veux qu'une partie de l'argent soit utilisée pour créer un programme d'échange, pour apporter des connaissances et des ressources à l'orphelinat où je travaille,
et amener certains de ses enfants ici pour qu'ils découvrent des opportunités différentes. Laure ressentit une émotion inattendue s'emparer d'elle. Voilà, Hélène Valmont, la femme qui avait tenté de détruire sa famille, proposant de créer des ponts au lieu de murs. « Pourquoi nous ?» demanda-t-elle finalement. « Il existe d'autres institutions. »« Parce que vous comprenez, » répondit simplement Hélène. « Vous comprenez que la vraie transformation vient de l'amour, pas de l'argent. J'ai mis longtemps à l'apprendre. » À ce moment, Régine apparut avec Pierre, qui se dirigea immédiatement en titubant vers Laure. Hélène observa le petit avec un sourire triste. « Il est si grand, » commenta-t-elle, « et si semblable à André. Veux-tu le tenir ?» Laure fut surprise de faire cette offre. Hélène sembla effrayée par la suggestion, mais tendit ensuite les bras avec hésitation. Pierre, avec son innocence caractéristique, alla facilement dans ses bras, jouant avec le collier qu'elle portait. « Les enfants sont incroyables, n'est-ce pas ?» murmura Hélène émue. « Ils ne gardent pas rancune, ne jugent pas. Ils aiment simplement. » « Comme cela devrait être, » acquiesça Laure, réalisant que quelque chose avait aussi changé en elle. Le ressentiment qu'elle portait envers Hélène commençait à se dissiper, remplacé par une plus grande compréhension. « Je vais parler à mon père de ta proposition, » dit-elle finalement. « Mais quelle que soit sa décision, merci d'être venu personnellement. » Hélène rendit Pierre à Laure se levant. « Non, Laure, c'est moi qui te remercie. Ta famille m'a enseigné la leçon la plus importante de ma vie, qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour recommencer. » En regardant Hélène partir, Laure ressentit une étrange sensation de plénitude. C'était comme si un cercle se fermait, mais pas avec amertume ou ressentiment, avec compréhension et pardon. Régine, qui avait observé toute la scène en silence, s'approcha. « Ta mère disait toujours que le pardon est la plus grande preuve d'amour que nous puissions donner. »« Oui, » sourit Laure, serrant Pierre dans ses bras. « Et tu sais quoi ? Je crois que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. » Le soleil de l'après-midi illuminait le jardin Marie, faisant briller les roses comme de petits phares d'espoir. Là, parmi les fleurs que sa mère aimait tant, Laure comprit que parfois le plus grand miracle n'est pas la transformation que nous provoquons chez les autres, mais celle que nous nous permettons de vivre en nous-mêmes. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce matin pluvieux où Laure était arrivée au manoir des Dupont. La maison de plage, construite à côté de la fondation, était devenue le refuge de week-end de la famille. C'était un samedi tranquille, lorsqu'André trouva Laure assise sur la véranda, observant Pierre, maintenant âgé de 3 ans, jouer dans le sable avec d'autres enfants de la fondation. « 1 sou pour tes pensées », plaisanta André, utilisant la phrase qui était devenue une blague privée entre eux. Laure sourit, faisant de la place sur le banc pour son père. « Je pensais à la façon dont la vie prend des tournants. Aujourd'hui est un jour spécial. Tu sais ? L'anniversaire de Marie, répondit doucement André. Je n'ai jamais oublié. » Laure sortit quelque chose de sa poche. C'était une enveloppe jaunie, encore fermée. Je l'ai trouvée ce matin, parmi les vieilles affaires de maman. C'est la dernière lettre qu'elle a écrite, mais qu'elle n'a jamais envoyée. André sentit son cœur s'accélérer. « Tu l'as déjà lu ?»« Non, répondit-elle, lui tendant l'enveloppe. Je pense que tu devrais la lire en premier. » D'une main légèrement tremblante, André ouvrit l'enveloppe. L'écriture de Marie, maintenant si familière grâce aux autres lettres, semblait plus faible, probablement écrite pendant ces derniers jours. « Mon cher André, si tu lis cette lettre, cela signifie que nos enfants ont finalement trouvé leur chemin jusqu'à toi. Cela signifie aussi que je ne suis plus là pour voir ce moment, mais d'une certaine façon, cela ne m'attriste pas autant que cela le devrait. Sais-tu pourquoi ? Parce que j'ai toujours su que ce jour viendrait. Non par hasard ou destin, mais parce que je connaissais ton cœur mieux que toi-même. Sous toute cette armure de froideur et de contrôle, il y avait un homme capable d'aimer profondément, attendant simplement l'occasion de le démontrer. Laure a grandi en entendant des histoires sur toi, non pas des histoires de chagrin ou d'abandon, mais d'un homme qui avait perdu son chemin et qui un jour le retrouverait. Pierre, même si petit, porte déjà tes traits, pas seulement sur son visage, mais dans la détermination qu'il montre dans chaque petite conquête. Je ne regrette pas les choix que j'ai faits. Chaque décision, chaque moment de difficulté nous a menés exactement là où nous devions être. Tu avais besoin de ce temps pour te trouver, pour comprendre que le
Succès ne se mesure pas seulement en chiffres et en contrats. J'ai une dernière demande. Ne te blâme pas pour le passé. Ce qui compte, c'est le présent. C'est ce que tu choisis de faire avec l'amour que tu as découvert en toi. Utilise-le pour guérir, pour construire, pour transformer des vies, comme je sais que tu le fais déjà. Dis aux enfants que je les qu'aime plus que tout au monde. Et quant à toi, André, sache que je n'ai jamais cessé de croire en l'homme merveilleux que tu pouvais devenir. Maintenant, à travers les yeux de nos enfants, le monde peut enfin voir ce que j'ai toujours vu, avec un amour éternel. Marie. André ne s'aperçut qu'il pleurait que lorsqu'il vit une larme tomber sur le papier. Laure, qui avait aussi les larmes aux yeux, prit sa main. Elle avait raison à ton sujet, dit-elle doucement. Surtout, Pierre choisit ce moment pour courir vers eux, ses petites mains pleines de coquillages qu'il avait ramassés sur la plage. « Regarde, papa, des trésors !» André prit son fils dans ses bras, examinant chaque coquillage avec la même attention qu'il avait autrefois accordée au contrat de millions. « Ils sont magnifiques, fils. Nous allons les garder très précieusement. » Régine apparut sur la véranda avec un plateau de limonade. « Les enfants de la Fondation demandent que tu leur racontes encore cette histoire, Laure, celle de la jeune fille sous la pluie. » Laure rit se levant. « Notre histoire est devenue une sorte de légende parmi eux, n'est-ce pas? Parce que c'est une histoire d'espoir, » répondit André, tenant toujours Pierre et les coquillages. « Et l'espoir est ce qui fait avancer le monde. » Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons roses et orange. Sur la plage, les enfants de la Fondation jouaient, leur rire se mêlant au bruit des vagues. C'était une scène simple, quotidienne, mais chargée de sens. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Laure, observant la scène. « Comment les plus grands changements commencent par de petits gestes. Une lettre, un coquillage, une étreinte. » André acquiesça, comprenant parfaitement. Sa transformation ne s'était pas produite du jour au lendemain. C'était de petits moments, de petits choix qui l'avaient mené jusque-là. La première fois qu'il avait tenu Pierre, le premier vrai sourire de Laure, la première famille qu'ils avaient aidée à travers la Fondation. « Les vrais trésors, dit-il, regardant les coquillages dans la main de Pierre, sont ces moments qui ne peuvent être achetés. » Régine sourit, servant la limonade. Marie disait toujours que la vie est faite de petits miracles déguisés en coïncidences. Et elle avait raison, conclut Laure, prenant l'un des coquillages. Chaque personne qui passe dans nos vies laisse quelque chose de spécial, comme ces coquillages. Certains sont parfaits, d'autres un peu cassés, mais tous ont leur propre beauté. Pierre, déjà somnolent dans les bras de son père, murmura quelque chose à propos de garder ses trésors dans le jardin de Mamie Marie. C'est ainsi qu'il se référait au parterre de roses, bien qu'il n'ait jamais connu sa grand-mère. « Demain, fils, promit André embrassant le front du garçon, demain nous planterons plus de trésors dans le jardin. » Le jour du mariage de Laure se leva ensoleillé, comme si le ciel lui-même voulait célébrer. La cérémonie aurait lieu dans le jardin de la Fondation, parmi les roses que Marie aimait tant. Pierre, maintenant âgé de 5 ans, était élégant, dans son petit costume, fier de son rôle de page. André trouva sa fille dans l'ancien bureau de Régine, qui servait maintenant de salle de préparation pour la mariée. Laure était éblouissante dans sa robe simple mais élégante, tenant un bouquet fait avec des roses du jardin Marie. « Tu es magnifique, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Ne pleure pas, papa, » plaisanta Laure, bien que ses propres yeux soient humides. « Sinon je vais pleurer aussi et le maquillage va couler. » André s'approcha, ajustant le voile de sa fille avec soin. « Ta mère serait si fière, pas seulement pour le mariage, mais pour tout ce que tu es devenu. » Laure sourit, se regardant dans le miroir. À 25 ans, elle avait obtenu son diplôme en gestion avec les honneurs, dirigeait la fondation de main de maître et avait trouvé l'amour avec Michel, l'un des professeurs volontaires du programme éducatif. « Parfois, je me demande si elle peut nous voir, » confia doucement Laure. Si elle sait que son histoire d'amour ne s'est pas terminée ce matin pluvieux, mais a fleuri de manière qu'elle n'imaginait même pas. « Elle le sait, » répondit André avec conviction. « Chaque vie transformée ici, chaque famille reconstruite, chaque nouveau sourire, c'est son héritage qui continue à travers nous. » Pierre entra en courant dans la pièce, suivi par Régine, qui essayait en vain de faire tenir le petit en place. « Grande sœur, regarde ce que j'ai trouvé dans le jardin. » Dans ses mains, il y avait une rose blanche parfaitement épanouie.
Elle est exactement comme celle de la photo de Mamie Marie, s'exclama-t-il fièrement. Laure prit la fleur, émue. Sur l'ancienne photographie qui décorait maintenant l'entrée de la fondation, Marie tenait une rose blanche identique, son sourire radieux capturé pour toujours à ce moment. « C'est un signe », murmura Régine, ses yeux brillants. « Elle est ici avec nous. » Le son de la marche nuptiale commença à jouer doucement dans le jardin. André offrit son bras à sa fille, tandis que Pierre courait devant, éparpillant des pétales de rose sur le chemin. Le jardin était transformé. Des centaines de roses blanches et rouges décoraient le lieu, et les invités, un mélange unique d'hommes d'affaires, de familles aidées par la fondation et de collaborateurs, créaient une mosaïque humaine qui représentait parfaitement la nouvelle réalité des Dupont. Hélène était là aussi assise discrètement avec quelques-uns des enfants de l'orphelinat africain qui étaient maintenant en partenariat avec la fondation. Son sourire était sincère quand Laure passa, un témoignage silencieux de la façon dont le pardon peut transformer même les histoires les plus improbables. Michel attendait à l'hôtel improvisé, ses yeux brillants en voyant Laure. Il avait compris dès le premier instant qu'il ne se mariait pas seulement avec une femme extraordinaire, mais devenait partie d'une histoire plus grande qu'eux-mêmes. Durant la cérémonie, lorsque vint le moment des vœux, Laure surprit tout le monde en sortant un papier plié de son bouquet. « Ceux-ci ne sont pas seulement mes vœux pour toi, Michel », commença-t-elle, sa voix claire et émue. « C'est une promesse pour notre famille, pour toutes les familles qui font partie de notre histoire. » Elle lut « Je promets d'aimer non seulement dans les moments de soleil, mais surtout dans les matins pluvieux, car c'est lors d'un de ces matins que j'ai appris le véritable sens de la famille. Je promets de croire qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement des rencontres fixées par le cœur. Je promets de cultiver notre amour comme les roses de ce jardin, avec patience, soin et la certitude que même dans les hivers les plus rigoureux, le printemps revient toujours. » André, tenant Pierre dans ses bras, sentait son cœur déborder d'amour et de gratitude. Là, dans ce jardin qui portait le nom de son premier et éternel amour, la vie complétait un autre cycle parfait. Lorsque les mariés furent déclarés mari et femme, Pierre lâcha les derniers pétales de rose qu'il gardait dans ses poches. Ils dansèrent dans l'air comme de petites bénédictions, certains se posant doucement sur les têtes des invités, d'autres se perdant parmi les roses du jardin. « Papa », chuchota Pierre à l'oreille d'André. Mamie Marie nous sourit, André regarda le ciel bleu, le jardin fleuri, sa fille rayonnante de bonheur, puis son petit-fils qui avait les mêmes yeux curieux et rêveurs que Marie. « Oui, fils », répondit-il avec une certitude absolue. « Elle nous sourit toujours. Dans chaque rose qui fleurit, dans chaque vie qui se transforme, dans chaque amour qui renaît. Et ainsi, parmi les roses et les sourires, parmi les larmes de joie et les promesses d'amour, l'histoire des Dupont continuait à fleurir. Non plus une histoire de solitude et de secret, mais une saga de rédemption, de pardon et d'amour inconditionnel, prouvant que certains sentiments sont trop forts pour être contenus par le temps, la distance ou même le départ.